Le deuxième était le... Nos invités, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA. Ce sont les dernières nouvelles d'Alsace, l'Est républicain et des tas d'autres journaux. À lire votre article, lors de son dernier meeting, Valérie Pécresse appelle au sursaut. Vous étiez hier à son meeting Porte de Versailles, vous nous raconterez. Émilie Zapalski, vous êtes communicante politique. Et Guillaume Darret, grand reporter au service politique de France Télévisions, vous étiez... Bonjour, au meeting de Emmanuel Macron et vous nous raconterez également. Mais d'abord, Marine Le Pen, deuxième personnalité préférée des Français selon le sondage politique, selon le sondage Elab. Marine Le Pen, dont on parle finalement assez peu du programme, mais beaucoup plus de sa personnalité, une femme cabossée qui raconte et met en avant les blessures dont elle a été l'objet. Oui, écoutez cet extrait d'Élysée 2022 qui est assez révélateur finalement de la façon dont on parle de Marine Le Pen dans cette campagne. On écoute. L'image que nous avons retenue, justement, pour vous, concernant votre campagne, c'est celle-là. Regardez, c'est votre nièce, Marion Maréchal, avec Éric Zemmour. Est-ce que cette image restera? Est-ce qu'elle a marqué votre campagne? Est-ce qu'elle dit quelque chose? Oui, parce que vous savez très bien qu'il y a un caractère personnel au choix qui a été fait par Marion. Ce qui est très désagréable, c'est, vous savez, la traîtrise des autres, c'est-à-dire des gens dont vous avez fait la carrière, à qui vous avez fait confiance. Ceux qui vous ont quitté, Nicolas Bay, Nicolas Bay. Et moi, je crois qu'en politique, je suis désolé de vous dire que c'est pas parce que c'est la politique qu'on a le droit de se comporter mal. Alors, Émilie Zapalski, votre œil de communicante sur cette campagne de Marine Le Pen. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ses blessures, de son parcours cabossé. Elle a une voix plus posée, elle est plus calme. C'est une Marine Le Pen différente finalement de celle qui s'était présentée en 2017. Oui, je pense qu'il y a eu une véritable métamorphose en fait sur l'image de Marine Le Pen. Il y a la dédiabolisation qu'elle avait amorcée avant, le Front National jusqu'au Rassemblement National, une vision beaucoup plus douce en quelque sorte de leur programme. Et au fur et à mesure, elle a montré une image beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus posée. Elle s'est montrée aussi assez solide par rapport à des ralliements à Éric Zemmour. Elle a fait le dos rond. Elle est restée stable en disant, en gros, elle joue une course de fond alors que lui s'excitait à côté. Donc elle a joué ce côté-là. Mais je pense que Éric Zemmour lui a fait beaucoup de bien aussi parce que lui, il était beaucoup plus radical. Il est resté sur les fondamentaux du Front National et du Rassemblement National, l'immigration et la sécurité, ce qui lui a permis, elle, d'aller sur d'autres sujets, le pouvoir d'achat, parce que vous dites on n'entend pas beaucoup parler du programme, mais c'est pas vrai. On entend parler de son programme, elle s'est centrée sur le pouvoir d'achat et c'est gagnant, c'est payant, parce qu'on ne parle que de ça, c'est la préoccupation première des Français. Ça revient sur le sujet avec le Covid, ça revient avec la crise en Ukraine, donc elle a misé sur quelque chose qui paye vraiment. Donc tout ça ajouté, ça fait une véritable métamorphose. On voit plus tellement, d'ailleurs elle parle même plus de préférence nationale, elle parle de priorité nationale. Donc tous ces sujets d'immigration et de sécurité qui sont toujours très présents dans le programme, c'est pas du tout ce qu'on voit en premier lieu quand on voit Marine Le Pen. Alors après, elle a joué aussi avec les chats, avec son parcours de femme aussi isolée, et elle a des propositions sur les parents isolés, ce qui est assez fort parce que ça représente une partie de la population assez importante. Les parents isolés, elle double les allocations, enfin elle a tout ça. Donc ça fait vraiment une palette d'images, de facettes comme ça qui la montrent complètement différentes. Dans le magazine Gala, elle parle même de sa vie en colocation avec Ingrid. Elle a compris qu'il fallait donner cette douceur, et peut-être que ça l'aide aussi à porter son discours, parce que finalement, du coup, elle est très naturelle. C'est vrai qu'elle a un ton très chaleureux, on l'entend. Elle est très, même dans le clip de campagne, c'est étonnant. Le clip de campagne est très austère, avec un fond bleu, exactement comme Valérie Pécresse, sauf qu'elle y ajoute beaucoup de chaleur, beaucoup de conviction. Elle est très engagée dans cette campagne. Elle est très vraie. Elle a trouvé quelque chose de l'ordre d'un ton authentique et très proche des Français. Elle a moins misé sur les grands meetings, peut-être qu'elle est moins forte d'ailleurs sur ça. Elle était beaucoup en proximité, au milieu. On la voyait en Guadeloupe au milieu des gens, alors que on voyait Éric Zemmour dans des grands meetings. Elle a cassé cette image et je pense qu'elle a compris que lors de cette campagne, c'était très important. Les Français sont préoccupés par des choses très particulières, très concrètes. Leur pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va se passer demain? La sécurité, oui, mais ça vient en second plan. Et elle leur parle vrai. Alors c'est vrai que Nathalie Moret, on a beaucoup entendu Marine Le Pen, non pas du tout sur les questions d'immigration, mais sur les questions de pouvoir d'achat. Elle l'a encore dit là au 4V. Je propose de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies pour rendre 12 milliards d'euros aux Français. Alors, cette période de quoi qu'il en coûte, on se dit pourquoi pas. Pourtant, son programme
Par exemple, on parle d'un Frexit caché quand elle dit « je ferai en sorte que les lois de la France soient supérieures aux lois de l'Europe ». Alors c'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux Polonais, et on les menace de les expulser. En fait, Marine Le Pen, elle est extrêmement résiliente puisqu'elle a tiré des leçons de tout ce qui s'était mal passé en 2017. Qu'est-ce qui s'était mal passé en 2017 ? Le fait qu'elle faisait peur. Là, ça vient d'être démontré aujourd'hui, elle ne fait plus peur. Et le fait qu'elle faisait peur aussi parce qu'elle voulait sortir de l'Union européenne. Et qu'elle voulait... C'était le Frexit à l'époque. Ça s'appelait pas comme ça, mais peu importe. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met en avant d'autres programmes, d'autres mesures du programme, le pouvoir d'achat, et tout le reste, elle le cache effectivement en disant je vais faire ci, je vais faire ça, mais quand on se penche sur la faisabilité de ces mesures-là, ça ne peut être fait qu'en sortant des traités européens, et elle ne dit pas sortir des traités européens, elle dit renégocier. Donc, elle a réussi sur toute la ligne, elle rassure, elle ne fait plus peur et elle ne met plus en avant des mesures qui sont rejetées par les Français. J'ajouterais que elle aussi, elle a enlevé de ses affiches le nom Le Pen. Quand vous regardez ses affiches, c'est marqué femme d'État ou Marine présidente. Donc elle aussi, c'est l'ultime phase de la dédiabolisation, ce qu'a réussi à faire sa nièce qui a enlevé son patronyme Le Pen. Elle s'appelle Marine et non plus Le Pen. Ça fonctionne et effectivement, elle fait une campagne, j'allais dire, sans risque, en l'accent sur le pouvoir d'achat et en allant simplement dans les zones où elle est sûre qu'elle est bien accueillie. Elle va essentiellement dans le Grand Est, donc qui est dans la zone de diffusion des journaux pour lesquels je travaille, dans des petites salles à taille humaine où elle a le temps de faire 150-200 selfies avant et après son meeting. Donc elle est en proximité, elle est chaleureuse et ça fonctionne. Et aujourd'hui, non seulement elle est en position d'être au second tour, mais en position de gagner cette présidentielle. En position de gagner cette présidentielle. Guillaume Darey, tribune hier de Manuel Valls dans le JDD. Face à Le Pen, il est minuit moins 1. Est-ce que ça fonctionne encore, cette idée, tiens, on va agiter l'épouvantail Le Pen, et c'est le fameux Front républicain? En tout cas, c'est ce qu'on a vu. On a vu clairement ressortir ces derniers jours de la part des soutiens d'Emmanuel Macron, puisque c'est le cas de Manuel Valls et des soutiens de La République En Marche, qui est de dire, le terme n'est peut-être pas rediaboliser le Rassemblement National, mais il faut bien remontrer ce qu'il y a dans le programme de Marine Le Pen. Et je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dit, pour moi, c'est bien une candidate d'extrême droite, et on va continuer de le montrer. Et ça, c'est un avis finalement que partagent aussi bien les soutiens d'Emmanuel Macron qu'une partie de la droite, parce qu'aujourd'hui, on y viendra sûrement, une partie de la droite estime que son échec, c'est aussi parce qu'ils ont trop toléré les idées et la personne de Marine Le Pen, et qu'ils n'ont pas assez montré et continué de dire c'est un programme d'extrême droite, c'est une personne d'extrême droite. Moi, je suis pas convaincu que c'est ce qui fera effectivement que les Français décideront de se détourner de Marine Le Pen. Il y en a d'autres qui prônent davantage, c'est le cas notamment de Gabriel Attal, la ligne, si j'ose dire, programmatique, de dire si Marine Le Pen est au pouvoir, ce sera, d'après eux, une catastrophe sur tel point, pointer les incohérences. C'est probablement ce qui a davantage de poids. Et puis, il y a aussi une volonté, dans cette dernière semaine, et probablement durant l'entre-deux tours, si c'est Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour, de pointer le problème de la gouvernance. Avec qui Marine Le Pen va-t-elle gouverner si elle est présidente de la République demain? Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi au sein d'Emmanuel Macron et au sein de son équipe de campagne. Même si je trouve que l'écueil, c'est qu'il y a 5 ans, on disait la même chose d'Emmanuel Macron et qu'il a bien trouvé des gens pour gouverner. Et Marine Le Pen trouvera probablement des gens pour gouverner venant des Républicains ou venant de la gauche. Pour extrême droitiser Marine Le Pen, je crois que dans le camp de Macron, on parle du tandem Zemmour-Le Pen. Absolument. Ce qui est une façon de dire, vous voyez, ce sont les mêmes, ils sont sur le même vélo, la même bicyclette. C'est ce qu'il a évoqué pour la première fois la semaine dernière à Dijon, où j'ai suivi son déplacement, où était Emmanuel Macron, qui était en quelque sorte son premier vrai déplacement de candidat sur le terrain, où il est allé à la rencontre des gens. Effectivement, quand on l'a interrogé sur cette opposition entre ce qu'il avait lui-même défini comme les progressistes d'un côté, qui seraient menés par lui-même Emmanuel Macron, et d'autre côté les nationalistes, évidemment, il estime qu'elle existe toujours, cette opposition, parce qu'il y a aussi intérêt, on y viendra tout à l'heure. Et en même temps, effectivement, il dit désormais, il y a ce tandem de l'extrême droite, car, dit-il, ne vous y trompez pas, ils se retrouveront au second tour. Alors, l'occasion de parler d'Éric Zemmour, qui n'était pas en meeting ce week-end. Il était à Marseille et il a fait une déclaration choc. On le regarde, et puis aussi, vous allez voir, il a fait une partie de foot qui ne s'est pas très bien terminée. Sujet d'Hugo Capelli. Pas de grand meeting ce week-end pour Éric Zemmour, mais un déplacement à Marseille. Sur un marché illégal, il fait une nouvelle déclaration choc. Nettoyer cela physiquement, nettoyer les gens qui font tous ces trafics, les renvoyer d'où ils viennent,
car pour la plupart ce sont des clandestins, qu'ils soient de quelle nationalité, quelque nationalité qu'ils soient. Il faut les renvoyer chez eux. Quelques heures plus tard, à Aix-en-Provence, le match de foot en salle auquel il participe est arrêté. Le gérant, l'un des frères de Zinedine Zidane, ne veut pas du polémiste dans son enceinte. Nathalie Moret, vous me disiez à l'instant, candidat choc, déclaration choc, c'est un peu un pléonasme s'agissant d'Éric Zemmour. Bah oui, c'est le candidat de la radicalité, et d'ailleurs c'est ce qui plaît, c'est pour ça qu'il a... C'est pour ça qu'il s'est construit. C'est comme ça qu'il a réussi à s'imposer sur la scène politique française. Il le dit d'ailleurs ce matin dans une interview au Parisien. Il est parti de rien, hein, quand même. Il est parti juste de sa notoriété de polémiste, de journaliste et de chroniqueur télé, on va dire ça. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un parti où il y a plus de 100 000 adhérents. C'est quand même pas rien. Il arrive à réunir 30 ou 40 000 personnes sur la place du Trocadéro. Comment il fait? En étant plus radical que radical. En faisant campagne sur le grand remplacement, sur le grand déclassement, qui sont quand même des thématiques d'extrême droite, pardon de le dire, et en disant faut quand même pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui a été condamné par la justice, hein, pour incitation à la haine raciale. Donc il continue sur ce chemin-là, ça fonctionne sur une partie de l'électorat, et ce sera un réservoir important de voix pour Marine Le Pen si elle arrive au second tour. Guillaume Darey, dans le Parisien, vous évoquiez son interview, j'ai déjà changé le paysage politique, façon de dire d'ailleurs il sait bien qu'il ne passera pas le second tour, mais ça veut dire qu'il va rester dans le paysage politique. Il se voit d'ailleurs dans cette interview, il dit tiens, pourquoi pas me présenter aux législatives. Il représente quelque chose qui va rester porté par lui ou par d'autres? Je pense qu'effectivement, il est en train d'arpenter notamment la région et la ville de Paris pour trouver la meilleure circonscription, que l'objectif de son parti Reconquête, c'est de présenter des candidats un peu partout. Attention, s'il présente des candidats partout, que c'est le cas du RN aussi, que c'est le cas des Républicains, il aura probablement pas beaucoup d'élus. Mais pour aller dans le sens de ce que disait Nathalie à l'instant, je pense qu'il ne faudra pas qu'on se trompe d'analyse dimanche soir. C'est-à-dire que quand bien même Éric Zemmour ferait 7, 8, 9%, ok, il ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle, mais ça restera comme l'une des révélations de cette campagne présidentielle. Effectivement, il partait de rien. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'adhérents dans son parti. Il ne faudra pas se tromper de ce côté-là. Et évidemment, l'avenir, ils veulent le reconstruire, comme il dit, en faisant cette fusion des droites entre une partie des Républicains et une partie du Rassemblement national. J'allais dire, ça sera quand même peut-être un peu plus compliqué qu'il y a quelques mois où il se voyait au deuxième tour, parce que faudra quand même qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il serait vraiment le meilleur si Marine Le Pen, certes, on verra, peut-être est battue au second tour, mais en réalisant 45, 46, 47% des voix. Ça sera un petit peu plus compliqué. C'est la guerre en Ukraine qui a cassé net sa... Oui, en fait, Éric Zemmour, il est apparu comme le paratonnerre absolu de Marine Le Pen, finalement. C'est lui qui a tout pris sur lui, la proximité avec Poutine, les déclarations d'amour, si j'ose dire, à Vladimir Poutine il y a quelques mois. C'est Éric Zemmour qui a tout pris. Marine Le Pen, elle a été très habile. On n'en a pas entendu parler. Elle est même allée, rappelez-vous, à dire à un moment qu'elle ne voulait pas taper trop fort sur le président de la République actuelle. Mon président aujourd'hui mène des actions diplomatiques, je ne veux pas le gêner. C'était très habile de sa part et c'était une volonté effectivement de se présidentialiser que n'a pas eu Éric Zemmour. Oui. Moi, je suis un peu moins positive sur le phénomène Zemmour, parce que je pense qu'il a été très très bon quand il n'était pas candidat, quand il vendait de l'illusion, quand il parlait du déclin de la France, du grand remplacement, quand il jouait sur des peurs. Là, il était très bon. C'était toute la période de l'automne quand il a démarré. Et en effet, c'est là où il a atteint presque 15%. Parce qu'il vendait du vent. C'était vraiment l'illusionniste. C'est le magicien. Et à partir du moment où il est rentré dans la réalité, c'est exactement ce qui se passe à Marseille. C'est qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que l'épreuve de la réalité, il ne tient pas. Les mesures économiques, rien, personne, ça ne l'intéresse pas. Il a dit dès le début, l'économie, il faut quand même l'assumer. L'économie, c'est secondaire. Dire ça en France aujourd'hui, alors qu'on a passé la crise Covid, qu'on est quand même dans des sujets où l'économie, on sait très bien que ça compte énormément. Et passer ça, il n'y a plus personne. Éric Zemmour, il est monothématique. Il est sur le grand remplacement. Ça mobilise, mais ça ne mobilise Émilie pas plus. Zapalski, dimanche soir, est-ce qu'il appelle à voter Marine Le Pen? Oui, non. Et est-ce que c'est dans la perspective du second tour, c'est quand même une réserve de voix pour Marine Le Pen pour aller à l'Élysée. Là où, en effet, je pense que c'est lui qui a réussi à étendre encore plus. C'est vrai que si on additionne leurs deux potentiels, ça devient énorme. On est à 30% d'extrême droite en France. Et ça, c'est la nouveauté. Après qu'il appelle à voter Marine Le Pen, ils ont des programmes quand même très différents, justement, sur le plan économique, parce que lui est beaucoup plus libéral qu'elle. On va voir ce qui se passe. Mais en effet, le potentiel de l'extrême droite, grâce à Éric Zemmour,
Zemmour, par contre, c'est largement étendu. Et ça, c'est inquiétant parce que il va rester dans le paysage, que ça soit par le biais des législatives, Marion Maréchal aussi. Donc, c'est comme les élus du Rassemblement national qui finalement sont aussi aux manettes dans des collectivités territoriales. Donc, quelque part, on a cette extrême droite qui commence à s'infiltrer fortement dans la société française, que ça soit politique, économique. Et ça devient inquiétant. En tout cas, pour ma part, je trouve ça très inquiétant. Nathalie Moret, sur les reports de... on disait jusqu'à présent, Marine Le Pen avait peu de réserve de voix. Est-ce que cette équation mathématique, j'allais dire pour le second tour, est toujours vraie ou elle l'est moins comme on le disait tout à l'heure, le Front républicain, il fonctionne moins bien contre Marine Le Pen. Donc au second tour, comment ça va se présenter là, on a expliqué pourquoi le Front républicain ne marchait plus, parce qu'elle s'est dédiabolisée, parce qu'aujourd'hui elle apparaît comme sympathique et elle n'effraie plus. Donc sa première chose. Et deuxième chose, quand elle est arrivée l'année dernière avec 21% des voix, en 2017 avec 21% des voix au premier tour, elle n'avait pas de réserve de voix. Cette fois-ci, elle aura les 10% d'Éric Zemmour. Et les sondeurs estiment que, alors 10%, ça peut être 8, ça peut être 12, mais c'est une grandeur. Et les sondeurs estiment que 80% des gens qui vont voter pour Éric Zemmour pourraient se reporter sur Marine Le Pen. Pécresse, un peu de... Donc elle a ça. Elle a chez Valérie Pécresse, clairement, elle pourrait avoir un tiers, c'est ce que disent les sondeurs. Donc un tiers de Valérie Pécresse, 80% d'Éric Zemmour. Si vous faites les additions, et s'il y a moins de 5% d'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, elle peut gagner au deuxième tour. C'est mathématique. D'où, Guillaume Daré, cette une samedi de Libération, Macron, alors serein. Il y a une... Est-ce que c'est, tactique? On effraie le chiffon rouge, exactement ça, depuis MLP, ou est-ce qu'il y a une vraie inquiétude? Depuis une semaine, tous les proches d'Emmanuel Macron vous disent on va se faire peur durant l'entre-deux tours. On ne sait pas effectivement si ça relève de la méthode Coué pour mobiliser son électorat et ses proches dans la perspective du second tour, ou bien effectivement parce qu'il y a une vraie inquiétude ou pas. Moi, ce qui me marque, c'est quand même quand on rentre dans une marge qui est de 5 points sur le second tour. Si vous me permettez, il y avait même un sondage qui donnait 47,47 l'expression. Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron se loupe pendant l'entre-deux tours, quand même. C'est-à-dire que ça ne dure que 2 semaines. On voit qu'une polémique qui peut imprégner la vie politique, ça dure des fois 2, 3 semaines, 1 mois. S'il y avait une première semaine d'entre-deux tours qui se passait mal pour le chef de l'État sortant et une Marine Le Pen qui continue de grignoter 1 point par 1 point par 1 point, on rentrerait dans une incertitude qui est particulièrement forte. Alors justement, on va regarder Emmanuel Macron. C'était son seul et unique meeting de campagne. Et vous y étiez, vous nous raconterez, Guillaume. Voilà. C'était samedi à la Défense Arena. Donc on regarde ce sujet de Hugo Capelli, Diane Karcher et Diane Karcher-Mourgue. Ambiance de stade pour l'unique meeting de campagne d'Emmanuel Macron. Jeu de lumière, holà avec le gouvernement. Devant 30 000 personnes, ses plus proches soutiens, il vante ses 5 années à la tête de l'État. C'était notre projet. Et c'est maintenant notre bilan. Nous l'avons fait. L'adversaire qu'il cible en priorité, l'extrême droite. C'est le combat du progrès contre le repli. Le combat du patriotisme et de l'Europe contre les nationalistes. Alors, Guillaume Daré, on a l'impression d'une ferveur, mais racontez-nous les dessous, et sur la longueur d'ailleurs. Ça a duré un peu plus de 2 heures. C'est long, 2 heures dans un meeting? Ça paraissait un peu long, parce qu'on voit que les discours de cette campagne, que ce soit Valérie Pécresse hier ou d'autres, on est plutôt d'1 heure, 1 heure et quart. C'est-à-dire que là, il a eu le problème de tout président sortant, c'est-à-dire qu'il a passé quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure à d'abord faire le bilan de son action en tant que chef de l'État sortant, pour ensuite se projeter vers ce que pourrait être le second mandat auquel il prétend. Sur la mise en scène, on a vu qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu novateur, qui était, vous avez vu, cette scène octogonale avec des pupitres aux différents coins, ce qui lui permettait de bouger. Une entrée en scène, sinon à l'américaine, en tout cas avec quelques feux de Bengale, feux d'artifice. Je suis pas sûr que c'était indispensable dans le contexte. Un peu too much, un peu trop? Pas forcément trop, mais qu'on fasse un meeting avec des drapeaux, des militants qui sont fervents, ça me semble normal. On nous avait promis, rappelez-vous, même si ça semble encore loin, il y a quelques semaines, une campagne modeste et sobre. Oui. Feu d'artifice, c'était peut-être pas effectivement indispensable. Après, sur le discours, on sentait qu'il y avait une ferveur de la tribune des jeunes avec Macron. Sur le reste de la salle, c'était un petit peu automatique. Mais encore une fois, comme tout président sortant, moi, ce qui m'a marqué dans son discours et dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'Emmanuel Macron, finalement, risque peut-être d'être piégé par le clivage qu'il a lui-même
contribuer à construire. C'est-à-dire qu'on l'entend depuis 4-5 ans désormais nous dire il y a d'un côté les progressistes, c'est-à-dire moi, de l'autre côté les nationalistes, c'est-à-dire Marine Le Pen. Autour de ça, il n'y a plus personne d'autre. Donc si on veut pas de Macron, de construire ça, c'est que quand ce n'est plus vous, eh bien c'est elle. Et aujourd'hui, on se rapproche de cette bascule-là. Quand on estime qu'il n'y a personne d'autre dans le camp républicain à part Emmanuel Macron, eh bien l'alternative, ça s'appelle Marine Le Pen. Alors, Émilie Zapalski, on avait l'impression que la stratégie chez Macron, c'était parler à Poutine plutôt qu'à Poutou. Il avait fait le choix de ne pas faire campagne ou de la jouer en surplomb en disant « moi je m'occupe des affaires du monde », ce qui du coup, avec l'effet drapeau, pouvait s'entendre comme stratégie. Est-ce qu'on est à une impasse? L'effet drapeau, il a un petit peu diminué, il s'est un peu estompé. Et puis c'est vrai que le président a mis du temps à devenir candidat. Il a attendu le plus longtemps possible. Ça a été payant à un certain moment, ça allait moins là. Et ça donne une communication, moi je trouve, un peu schizophrénique. Et vous l'avez dit, c'est les artifices et puis le côté un petit peu mou du programme, des propositions. Il n'y a pas eu d'élan neuf. C'est vrai qu'on avait un candidat en 2017 qui était tout nouveau, tout frais, une dynamique incroyable, quelque chose de l'ordre d'une pêche, d'une énergie. On n'a pas retrouvé ça. Là, on a un président candidat qui parle de son bilan assez calmement, qui n'a pas de nouvelles mesures. Le meeting était quand même plutôt la jambe gauche d'Emmanuel Macron après une conférence de presse il y a 15 jours qui était plutôt orientée droite, âge de la retraite repoussé à 65 ans. La jambe gauche, c'est vrai qu'il a extrême gauche en citant le meeting du NPA. En citant des phrases même il a cité, alors c'est de Poutou, on va la dire, nos vies valent plus que tous leurs profits. Voilà. C'est une phrase de Besancenot en 2002. Alors il a dit ça au sujet des EHPAD. Voilà, on a entendu parler de santé, on a entendu parler de professeurs. Ce matin, on l'entend aussi parler de professeurs bien différemment qu'en conférence de presse. Donc on sent qu'il essaie d'équilibrer. Mais la communication schizophrénique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des artifices et quelque chose de mou en face. Il fait la même chose sur Internet. On a des épisodes télé qui marchent pas très bien d'ailleurs sur le candidat, avec beaucoup d'artifices. C'est très bien fait, c'est très léché, mais c'est de la fiction. On est sur Baron Noir, oui, on est faire une sur série House sur of Netflix. Cards. Et de l'autre côté, on a le président qui en effet parle à Poutine et parle à Zelensky. Zelensky, pareil, on a des photos qui le montrent pratiquement en treillis. Il y a un contraste, il y a quelque chose qui est de l'ordre de pas vraiment maîtriser. On raconte une histoire sur Internet dans la communication du candidat et on a le président très sérieux. Les deux ne fonctionnent finalement pas si bien que ça. Et moi, vraiment, je pense que dans sa campagne, il n'y a rien de neuf. Il joue la continuité. Et malheureusement, ça ne marche pas. Juste dernier point, c'est étonnant parce que c'est un président qui a beaucoup distribué. Le quoi qu'il en coûte, il est à durée indéfinie maintenant avec l'Ukraine. Et finalement, il a en face de lui une candidate qui parle de pouvoir d'achat et qui est beaucoup plus audible que lui. C'est assez étonnant. Et le match qu'il a annoncé ne se joue pas sur l'immigration, sur ces sujets régaliens. Il se joue sur du social. Et ça, je pense que ça change véritablement le match. Ça lui donne un désavantage parce qu'elle s'est positionnée, Marine Le Pen, là-dessus bien avant. Elle est bien plus audible et là, ça peut être compliqué. Alors, Émilie Zapalski, vous le disiez, la grande différence par rapport à 2017, c'est qu'il a un bilan qu'on peut attaquer. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon était ce week-end à Toulouse. Et évidemment, il s'est régalé en attaquant le président de la République sur la fameuse affaire McKinsey. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Si vous m'élisez, tous les contrats avec les cabinets de conseil seront suspendus. J'estime que le nombre d'articles de presse sur McKinsey est suffisant pour qu'une enquête préliminaire soit engagée et nous la proposerons dans tous les cas. Alors ça, il le savait, Nathalie Moret, il y a 11 candidats qui, évidemment, tapent sur le président en place. C'est ça. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, en 2017, il y avait le tout sauf Marine Le Pen, et là, il est en train de se mettre en place le tout sauf Emmanuel Macron. Il faut quand même qu'il fasse attention à ça. Et l'affaire McKinsey, c'est ça. L'affaire McKinsey, qu'est-ce que c'est ? C'est tout sauf un scandale. Ce sont des pratiques qui ont lieu partout, dans toutes les collectivités locales. Il n'y a pas une mairie, il n'y a pas un conseil régional qui n'a pas recours à des cabinets extérieurs. Donc, oui, c'est vrai que ça se fait plus dans les collectivités territoriales que dans les ministères parisiens. Aujourd'hui, si vous êtes à la tête d'une collectivité, vous voulez faire un théâtre, vous êtes obligé de passer par un cabinet de conseil. Donc moi, c'est pas, et d'ailleurs j'observe sur le terrain que c'est pas vraiment quelque chose qui accroche. Ça paraît pas comme un scandale. En revanche, c'est un argument pour les oppositions.
Donc pour ceux qui sont déjà, et il y en a beaucoup, en opposition au président Macron, c'est quelque chose qui les rassure dans leur argumentation. Et je pense que les équipes du président de la République l'ont minoré au départ. C'est-à-dire sachant que effectivement c'est une pratique qui est normale, qui a lieu partout, dans toutes les collectivités territoriales, notamment chez Valérie Pécresse ou chez Xavier Bertrand. Ils se sont dit, c'est pas un souci. Sauf que c'est un argument qui est utilisé contre lui et qui à force d'être asséné par 11 candidats, commence à porter. Alors, Émilie Zapalski disait à l'instant, cette élection, elle se jouera probablement sur des questions sociales. Et si le second tour se résumait à un référendum pour l'âge légal de la retraite à 65 ans avec Macron, ou à 60 ans, je parle de l'âge légal, avec Marine Le Pen, eh bien, écoutez, ça aussi, c'est un deuxième angle d'attaque. On écoute Philippe Poutou, qui était ce week-end au Cercle d'hiver et qui a parlé de cette mesure que promet Emmanuel Macron de relever l'âge légal de la retraite à 65 ans. On écoute. Vous savez que Macron, il est tellement sûr de gagner qu'il annonce les mauvais coups à l'avance maintenant. Et donc, 65 ans la retraite. Vieille idée de droite, cette idée que finalement, parce que l'espérance de vie augmente, eh bien, au cas où on serait chié à la retraite à pas travailler, eh bien, il faut travailler plus longtemps. Guillaume Daré, le programme d'Emmanuel Macron, il pique un peu avec cette mesure. Je pense que on peut pas dire que l'entourage d'Emmanuel Macron a sous-estimé l'impact de cette mesure, parce qu'il savait en annonçant la réforme de la retraite à 65 ans. Tout le monde est contre, sauf les retraités. Mais je veux dire, on en a assez pas peu parlé, on en a parlé sur le coup, mais ça a infusé lentement, je trouve, et ça ressort maintenant, notamment dans l'électorat de gauche. Et c'est vraiment, je pense, l'élément marquant du programme d'Emmanuel Macron. S'il y a une chose qui est retenue par le grand public, c'est la retraite à 65 ans. Et que ça soit Philippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon que j'ai écouté hier, je trouvais que Jean-Luc Mélenchon était très malin dans sa façon d'attaquer le président sortant et de se positionner comme un prétendant au second tour en disant mais finalement, si vous envoyez Zemmour, Le Pen ou Macron au second tour, voilà de quoi vous n'entendrez pas parler. Telle réforme sociale parce que je suis le seul à la porter. Telle réforme environnementale parce que je suis le seul à la porter. Et je trouvais que c'était un très bon point pour essayer encore de concentrer ce vote utile à gauche vers Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est quand même ces derniers jours, quand vous échangez sur les marchés et autres, des gens qui voulaient voter pour Yannick Jadot, pour Fabien Roussel, qui disaient jamais Mélenchon, qui commence à se dire 16-17% quand même, pour marquer le coup face à Emmanuel Macron, on va peut-être voter Mélenchon. Alors cette élection va-t-elle se jouer avec les indécis? Il faut savoir que 31% des électeurs qui disent qu'ils vont voter sont pas tout à fait sûrs de leur choix. Alors entre qui hésitent-ils, quels sont les pairs qui font douter ou hésiter les électeurs? Vous voyez ce sujet de Christelle Méral et Vincent Pifteau. Qui sont ces indécis? Ce sont des personnes certaines d'aller voter, mais qui peuvent changer d'avis. Entre Yannick Jadot et Emmanuel Macron. Pourquoi? Je sais pas, il reste encore une semaine, 15 jours, je suis encore en réflexion totale. Je pense que je vais concerter ma famille, ma femme. Mélenchon, mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir que ça passe, donc je pourrais me diriger sur Macron. Je suis encore indécise à l'heure d'aujourd'hui et je me laisse encore quelques jours pour consulter les programmes. On retrouve beaucoup d'indécis. Près de 6 électeurs sur 10 chez les sympathisants d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou Fabien Roussel. Près de 4 électeurs sur 10 chez les partisans de Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Et autour de 3 sur 10 quand il s'agit d'Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Alors, peuvent-ils être déterminants dans cette élection? Ces électeurs volatiles se décident de plus en plus tard, parfois même au moment du vote. Ils peuvent clairement changer la donne parce qu'en réalité, les indécis sont ceux qui créent les dynamiques. C'est eux qui, dès lors qu'ils voient qu'un candidat est en capacité de l'emporter, eh bien, peuvent se rallier, arriver au secours de la victoire. Ces indécis ont-ils été décisifs dans le passé? 21 avril 2002, contre toute attente, au premier tour, élimination du socialiste Lionel Jospin, qualification de Jean-Marie Le Pen. En 2022, les indécis pourraient à nouveau peser dans le scrutin, de même que les abstentionnistes. C'est vrai, Émilie Zapalski, il y a de moins en moins d'idéologie, donc on vote à
au dernier moment, selon oui, l'humeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est tout sauf Macron? Est-ce que c'est tout sauf? On vote contre. On vote de plus en plus, hein, au fil du temps. On ne vote plus pour un candidat. On vote stratégiquement contre un candidat ou pour éviter qu'un candidat passe. Donc c'est une transformation assez spéciale. Mais on voit en effet que les programmes sont pas non plus de différence énorme. Non, mais ce que je veux dire, c'est on est parti sur quand même une France de droite et d'extrême droite principalement. On a eu un débat qui a été orienté quand même au tout début sur l'immigration, la sécurité, sur des thèmes très régaliens. Petit à petit, on en est venu plus aux préoccupations dont on parlait, le pouvoir d'achat ou des choses plus de la vie quotidienne des Français. Mais finalement, au départ, on a été très englués dans ces questions-là. Et après, la crise ukrainienne fait qu'on ne peut pas parler de beaucoup d'autres choses que ce qui se passe là. Mais on voit que ça peut... Enfin, c'est inquiétant quand on revoit les images de 2002. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu cette atmosphère-là. C'est-à-dire côté loterie, avec beaucoup d'électeurs qui sont pas décidés, qui vont appuyer sur le bouton au dernier moment, dans un sens ou dans un autre. C'est vrai qu'il y a cette idée de savoir qui on met en face de Macron. En fait, c'est cette question qui se pose pour le second tour. C'est qui est en face de Macron? Est-ce que c'est plutôt Marine Le Pen? Et là, est-ce qu'on est droite, extrême droite? Est-ce qu'on a envie de ça? C'est ce qu'on nous vend depuis longtemps, ce match. On en a entendu parler, les Français n'en veulent pas. Est-ce que c'est plutôt Macron, Mélenchon, avec deux modèles de société différents? C'est ça, en gros, qui est en jeu pour la semaine prochaine. Nathalie Moret, ça vous étonne quand même ces hésitations? J'hésite entre Macron et Mélenchon, pardon, mais moi, il me semble que c'est quand même absolument pas... Moi, j'ai rencontré des gens qui hésitaient entre Emmanuel Macron et Fabien Roussel. Donc, alors, quels sont les qu'est-ce qui vous fait, et sur quoi vous vous décidez alors? Je pense qu'il se décide beaucoup sur l'image, hein, et surtout il se décide dans les derniers instants. Faut pas oublier qu'il y a encore des gens, on est à 6 jours d'élection, qui ne savent pas qu'on vote dimanche prochain. Mais vraiment, hein, quand il y a beaucoup de gens qui vous disent mais c'est quand déjà? Donc voilà pourquoi les gens sont indécis aussi. La campagne, elle a été anesthésiée dans un premier temps par le Covid. Hein, faut pas oublier que on sort quand même d'une Xème vague, et ensuite elle a été totalement phagocytée, j'allais dire, par la crise en Ukraine qui a totalement sidéré l'opinion française. Donc on rentre véritablement dans cette élection-là. Et en plus, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais le vote, c'est quelque chose de moins en moins prégnant dans la société Avant, on française. était socialiste de père en fils. Oui, il y a d'abord, on était idéologiquement marqué à gauche ou à droite. Et ensuite, le vote, c'était quelque chose d'important. Il fallait aller voter. C'était un devoir civique. C'est toujours le cas, mais de moins en moins. J'interviewais la semaine dernière, justement pour un dossier pour les indécis, Bruno Cotresse, qui me disait aujourd'hui on va vers un vote intermittent. Le vote, c'est plus un devoir, ça peut être aussi un vote intermittent. Parfois on y va, parfois on n'y va pas. C'est pas quelque chose qui est absolument important pour tout le monde. Donc ça rajoute à l'indécision des gens. Et dans cette indécision, on voit quand même que Marine Le Pen, Éric Zemmour et Emmanuel Macron sont les plus chanceux, entre guillemets, puisqu'ils ont un socle de 70% de certitude. En revanche, pour les autres, c'est quand même beaucoup plus difficile. Guillaume Daré, est-ce que l'égalité du temps de parole vient enfin, quelle est l'influence de l'égalité du temps de parole sur le vote au premier tour? Parce que ça met énormément en valeur des petits candidats qui n'existent pas le reste de l'année. Et du coup, ça empêche aussi un Emmanuel Macron de répondre sur McKinsey, parce que on va révéler la tambouille. Hein. Si on passe 1 minute de Macron qui se défend sur McKinsey, eh ben on est obligé de passer 1 minute de Poutou, 1 minute de La Salle, etc. Enfin, c'est très compliqué. Je pense qu'il sait qu'il aura droit à 30 secondes ou 1 minute. Donc s'il y a un message à faire passer, il fait passer celui qui lui importe, McKinsey ou autre chose. La complexité pour les gros candidats comme lui, c'est qu'il peut pas parler d'autre chose. Typiquement, voilà. Le meeting de samedi, vous avez entendu il y a quelques instants, on a retenu soit son expression sur le match, l'opposition avec le camp qu'il définit comme le camp nationaliste, ou la proposition en matière de pouvoir d'achat qu'on a passé hier au journal de 13h sur une prime de 6 000 € dès l'été prochain pour les travailleurs. Après, je pense que ces candidats-là ont une telle notoriété quand même que ça n'empêche pas les Français et les électeurs d'aller s'informer sur Internet, sur leur programme. Ces 2 semaines-là, c'est fait pour que justement les candidats qui ont une notoriété moindre puissent mettre en avant quand même leurs idées. Je suis pas sûr que ça pénalise tant que ça les candidats eux-mêmes. J'allais dire, ça pénalise plus l'aspect journalistique et éditorial qui fait que dans les 5-6 derniers jours, on parle moins des principaux favoris qui ont quand même le plus de chances d'être demain président de la République que des petits candidats. Juste une remarque, moi, sur les indécis et puis sur l'abstention. Je pense qu'il y a quand même un phénomène dans la société française qui est compliqué, c'est que les gens se sentent
coupé justement des politiques et des décisions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des politiques et il y a aussi beaucoup d'impression que ça va rien changer. Donc ça, c'est grave parce que c'est en train de vraiment s'infiltrer. Alors, on regarde hier, il y avait le meeting de Valérie Pécresse. Vous y étiez, Nathalie Morey. Vous nous racontez juste après. On va d'abord le regarder. Et dans ce meeting, il y a eu Nicolas Sarkozy qui s'est fait siffler. Sujet d'Alexandre Pérou, Tristan Lebras et Hugo Capelli. Tenir les troupes, un défi aussi chez Valérie Pécresse. Cité pendant le meeting de la porte de Versailles, Nicolas Sarkozy est hué par une partie du public pour son manque de soutien. Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir. Quelques minutes plus tard, la candidate le fait applaudir au milieu des autres présidents de droite. Nous sommes les seuls héritiers du général de Gaulle, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. La droite, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour en sont les faussaires. Nous en sommes, nous, les légataires. Bon, Nathalie Morey, entendre Nicolas Sarkozy se faire cibler à un meeting LR, on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne plus rond chez les Républicains. On se dit tout simplement que c'est un fait de campagne. C'est un fait de campagne. L'ex-président de la République, qui est la figure tutélaire de la droite, qui se fait siffler vraiment copieusement, puisque j'y étais, et à plusieurs reprises, puisque après Éric Ciotti essaye de renverser dans son intervention les choses, il recite Nicolas Sarkozy, et là il y a moitié applaudissement, moitié sifflet. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'ancré. Qu'est-ce qu'il reproche ces militants LR? Il reproche à l'ancien président son silence, et il lui reproche sa proximité avec Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a un divorce au sein de l'électorat LR. L'électorat LR, celui de Nicolas Sarkozy, n'était plus au meeting hier. Les gens qui étaient là n'étaient plus proches de Nicolas Sarkozy. C'est un vrai. On voit que ça présage de ce qui va se passer à partir de dimanche prochain à 20h01, l'explosion probable du parti Les Républicains. C'est ça qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vont aller soutenir Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est-à-dire l'extrême droite, la droite la plus dure. Et je vous rappelle quand même qu'hier après-midi, les plus applaudis, ça a quand même été, je parle sous votre contrôle, vous y étiez aussi, Guillaume, mais François-Xavier Bellamy a été, mais vraiment très très sifflé. Gérard Larcher aussi, qui s'est mis qui a contré le président de la République récemment. Donc, très applaudi, vous voulez dire. Oui, pardon. Ouais. Donc voilà. Laurent Wauquiez. Justement, Laurent Wauquiez se tient en embuscade. Il pourrait. Bon, apparemment, elle n'y croit plus, Valérie Pécresse. Là, elle en a fait son deuil. On a retrouvé, c'est le Parisien hier qui s'amusait de cette petite gaffe. Elle adore le cinéma et elle dit je vais pouvoir recommencer à voir des films à partir du 11 avril. Ouais, elle peut avoir des regrets d'ailleurs parce que hier, honnêtement, on parle beaucoup des sifflets de Nicolas Sarkozy et à juste raison parce que je pense que c'est un fait de campagne, mais elle a tenu un excellent meeting. Elle a été vraiment elle-même. Mieux qu'au Zénith. Ah mais oui, et je pense que si elle avait tenu le meeting d'hier en février à la place du Zénith, peut-être, je suis pas sûre que ça aurait changé les choses, mais en tous les cas, ça aurait amélioré son image qui, le jour du Zénith, elle a perdu vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au Zénith ça ne colle pas? Et vous disiez au fond, elle a mal emmanché cette campagne. Je pense que d'abord elle avait un prompteur au Zénith et elle était sur la forme mauvaise parce qu'elle ne savait pas comment utiliser ce prompteur, que la salle était trop grande, qu'elle était c'était trop grand pour elle. Hier elle a lu ses notes de façon extrêmement classique, mais elle s'en est libérée. Elle a été enfin elle-même. Sur le fond, c'était un discours plus économique, moins identitaire. Et je pense que quand sur le fond on est en accord avec soi-même, on est meilleur sur la forme. C'est tout ça qui s'est passé hier. Alors Guillaume Darrey, l'avenir pour les Républicains? On apprend Laurent Wauquiez se tient en embuscade. Est-ce que ce parti va exploser avec d'un côté qui va partir chez Macron, l'autre sur la droite radicale? Ou est-ce que non, il se dit maintenant c'est les territoires et il va viser les législatives? Alors c'est vrai que premier élément de rupture, je pense qu'effectivement hier les sifflets à l'égard de Nicolas Sarkozy ont montré que désormais le futur ou la future présidente des Républicains en fait n'aura plus rien à aller demander à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que ça ne sera plus effectivement cette figure tutélaire dont il fallait un petit peu aller baiser la babouche rue de Miromesnil. Ça fait comprendre quand même que le prochain, finalement, c'est le service qu'aura rendu Valérie Pécresse, probablement au futur. Il aura débarrassé patron. Et puis on n'est plus macroniste, on n'est pas un parti macroniste. Il y a ça.
Ensuite, pour ce qui sera compliqué pour les Républicains, c'est que paradoxalement, la reconstruction des Républicains ne pourra pas se faire sur l'antimacronisme, puisque par définition, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter une nouvelle fois dans 5 ans. Ça veut dire qu'on peut être dans l'opposition pendant 1 an ou 2 ans, mais il faudra construire un autre discours que l'antimacronisme pour prétendre revenir au pouvoir en 2027. Et à mon avis, le deuxième danger pour les Républicains, c'est qu'il ne faut pas croire à l'inverse que parce que justement Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans 5 ans, le pouvoir leur reviendrait automatiquement. Il y a beaucoup de responsables des Républicains qui vous disent aujourd'hui les thématiques dont on parle, le pouvoir d'achat, l'injustice, ce sont plutôt des thématiques de gauche. Donc attention, quelqu'un va peut-être aussi émerger à gauche dans les années à venir. On peut voir que ça se fait très rapidement. Bruno Le Maire me disait la semaine dernière, la leçon de cette campagne et de ces dernières années, c'est qu'une présidentielle, ça se fait pas à 6 ans, à 6 mois, ça se fait à 6 semaines en réalité. Et que donc, quelque leader qu'il soit peut émerger quelques semaines avant une élection présidentielle. Et donc, pour les Républicains, ça va être ça le problème. Et c'est vrai que au lendemain de cette élection présidentielle, on va voir une partie, à mon avis, des électeurs, comme le disait Nathalie il y a un instant, qui vont aller chez Zemmour ou chez Le Pen. Une partie, je dirais, non pas qu'ils vont aller chez Emmanuel Macron, parce que je vois pas bien ce que les élus ont à gagner, les élus de droite, à aller chez Emmanuel Macron. On sait qu'il va pas pouvoir se représenter. En revanche, une bonne partie pourrait aller effectivement chez Édouard Philippe. C'est ce qu'il va tenter de faire, de constituer un groupe assez large. Ces élus-là se diraient finalement, on est dans la majorité, on soutient Emmanuel Macron. Au passage, on peut peut-être espérer un marocain ministériel. Et en même temps, on prépare la reconstruction d'un parti de centre-droit autour d'un candidat qui peut sembler un candidat légitime à la prochaine présidentielle. Mais tout ça, c'est encore très loin. Et surtout, il ne faut pas se méprendre. Emmanuel Macron et son entourage, ils vont tout faire pour garnir les manettes le plus longtemps possible, même s'il ne pourra pas se représenter. Il sait que ça va être une fragilité, que rapidement, ça va un peu partir dans tous les sens. Et regardez, il y a une image qui est sortie sur les réseaux sociaux peu après le discours d'Emmanuel Macron à l'Arena. Édouard Philippe buvant une bière avec plusieurs de ses soutiens en face de l'Arena. Il est debout sur une chaise, il parle de Emmanuel Macron, il dit qu'il faut le soutenir, et il dit aussi, je vous promets, on va défendre nos idées dans les 5 ans à venir. Je peux vous dire que les soutiens les plus proches d'Emmanuel Macron, cette image-là, ça leur a pas échappé, ils vont le surveiller d'extrêmement près. Parce qu'ils se disent, il se veut en héritier d'Emmanuel Macron, et un héritier veut toujours tuer le père, c'est ça? En tout cas, à un moment, il faut une rupture. Et les macronistes sont bien conscients qu'à un moment, il faudra que Édouard Philippe marque une rupture, parce qu'il ne pourra pas prétendre être candidat en 2027 en étant le premier ministre, l'héritier d'Emmanuel Macron, qu'il faudra à un moment se mettre dans cette rupture-là. Et qu'en tout cas, les macronistes les plus durs ciblent assez fortement Édouard Philippe. Émilie Zapalski, je voulais juste votre regard quand même de spécialiste de la communication politique sur la campagne, la façon de faire campagne de Valérie Pécresse. Ça a été très compliqué et c'est dommage parce qu'il y avait une rampe de lancement avec cette primaire. Oui, ça a été vraiment très très suivi, c'était très marquant. Alors c'est vrai qu'Éric Ciotti a été pour beaucoup cette ligne un petit peu dure, ce challenger, côté outsider qui s'épanouit d'un coup et qui se fait voir, mais ça a été vraiment suivi et c'est dommage parce qu'elle n'a pas saisi ça. Je pense qu'elle a suivi justement cette ligne Éric Ciotti. Elle a voulu faire un grand écart entre d'un côté la ligne Hervé Morin, elle a voulu Xavier faire une Bertrand, synthèse très modéré. En s'oubliant. Voilà, mais c'était une synthèse qui était quand même très tirée par Éric Ciotti, par cette ligne quand même immigration-sécurité. Il n'y avait rien d'une identité différente des Républicains qui pouvait se différencier d'Éric Zemmour, de ce que vendait Éric Zemmour, et très peu de choses qui la différencient d'Emmanuel Macron. Sur sa personnalité même, c'est vrai que hier on a l'impression qu'elle était quand même mieux dans son exercice de communicante, de discours, c'est vrai, mais c'était pas non plus tout à fait ça. Elle a quand même des difficultés. Je pense qu'ils n'ont pas joué. Moi, je trouve pas qu'ils aient joué tellement collectif, et Sarkozy en est aussi l'image. Il n'y a pas eu quand même, ils n'ont pas profité de cet élan. Ils auraient pu quand même rassembler les troupes, essayer de trouver des lignes qui puissent être un petit peu différentes. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire. On ne sait pas ce que les Républicains vendent de plus. C'est la ligne, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend parler de Laurent Wauquiez, parce que ce qui reste dans cette campagne, c'est plutôt la ligne Éric Ciotti, et l'héritier qui pourrait reprendre le parti, ça serait plutôt Laurent Wauquiez. C'est complètement en cohérence. Maintenant, comment exister là dans ce schéma où la droite est complètement siphonnée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ça va être très très compliqué d'exister pour eux. Nathalie Moret, l'idée que les députés LR qui seront réélus lors des législatives, ils sont nombreux, ils vont aller travailler avec Macron, ils vont voter pour Macron, il y aura un accord de coalition, c'est un peu
Comment ça va se passer la législature? Et là, pour l'instant, on est un peu dans le brouillard, mais oui, alors déjà, il faut qu'Emmanuel Macron soit réélu. Je le dis parce qu'on parle ici comme si. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça l'est pas totalement. Mais dans l'optique d'une réélection, oui, il y a quand même toute une génération de députés LR qui est jeune, qui va être réélu, qui pourrait être réélu. Et dans ces cas-là, eux, passer 5 ans dans l'opposition, c'est quand même un peu compliqué. Donc effectivement, je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'être plus dans le macronisme qu'avant, où ils étaient farouchement opposés, parce qu'effectivement, ils auront, je pense, cette fois-ci à leur droite, un groupe d'extrême droite qui sera constitué et qui pourrait avoir plus de poids à l'Assemblée. Et dans ces cas-là, ils pourraient faire effectivement une espèce de centre, j'allais dire, qui est une opposition de droite, mais cette fois-ci très constructive à Emmanuel Macron pour, en tous les cas, on sent que c'est un petit peu la position qui est poussée dans l'ombre par Nicolas Sarkozy. Alors, à côté de ces grands candidats, on le sait, il y a les petits candidats. Qui dit petit candidat dit petit budget. Eh ben, je vous propose de regarder ce sujet sur la façon de faire une campagne présidentielle avec un petit budget. C'est tout un art, sujet de Jeff Wittenberg. Des quais de gare où le comité d'accueil est généralement réduit, des couloirs de studios de télévision ou de réunions publiques dans un quasi-anonymat. Voilà le lot quotidien des petits candidats, petits entre guillemets, bien sûr, car à 10 jours du scrutin, c'est l'égalité des temps de parole. Et sur ce plan-là, au moins, il n'y a plus de petits ou de grands. Et la campagne a été squattée par les candidats qui sont estampillés, tamponnés par la grande bourgeoisie. Ces moyens limités, la candidate de lutte ouvrière les consacre en grande partie à la diffusion de ses tracts. C'est avec des tracts qu'on va devant les entreprises, sur les marchés. Et c'est ce qui coûte le plus cher, avec la location des salles de meeting. Celle du Zénith, dimanche à Paris, consomme à elle seule la moitié du budget de campagne. Pour le reste... Moi, quand je me déplace, je vais chez des camarades, je suis reçue par eux... Ils me nourrissent, il n'y a pas besoin d'hôtel ou de restaurant 5 étoiles. 800 000 €, telle est la somme à ne pas dépasser. 800 000 € maximum remboursés par l'État aux candidats atteignant moins de 5% des voix le 10 avril. Du haut de son bus de campagne, Jean Lassalle espère un meilleur score. Mais côté budget, c'est toujours modeste. En 2017, d'ailleurs, il était loin du plafond. Je n'avais pas pu l'utiliser la dernière fois, ce qui avait fait de moi le candidat le moins cher de la 5e République. J'avais pulvérisé Arlette Lagui à Plateau Couture, 235 000 €. J'en étais sorti très mal et très frustré. Pas de grand parti derrière lui, un Tour de France ininterrompu depuis des mois, pas de gros moyens donc, mais une grosse expérience d'élu local. Lorsque tu gagnes 8 élections municipales, tu sais bien que c'est avec la proximité que tu le fais. C'est bon, j'ai au moins 2 trucs avec ça. 80 centimes pour la machine à café. On ne sait pas s'ils seront intégrés au compte de campagne de Philippe Poutou. Dans un budget ultra serré, tout compte. L'interprétation des signes pour les malentendants, ça coûte très cher. Et on le fait dans les derniers meetings. 800 000 € selon lui, c'est bien suffisant. Ce serait bien que tout le monde apprenne à gérer une campagne à 800 000 €. Ça éviterait des meetings de dingue, là, comme ils font, là, à montrer les muscles, le concours de celui qui est le plus fort. On les regarde pas en disant « Ah, ça serait bien, ils ont des super pupitres. » Nous, on s'en fout, on a des vieux pupitres en bois. Je démarre. Une nouvelle adhérente ? Nouvelle adhérente. Simplicité revendiquée aussi par Nicolas Dupont-Aignan. Son seul trésor, affirme-t-il, c'est militant. Vous savez, une affiche collée par un militant est beaucoup mieux collé que par un professionnel. Le candidat a aussi sa botte secrète, les 600 000 abonnés à son compte Facebook. Quand je vois certains qui vont dépenser en une journée ce que moi je vais dépenser en 6 mois, et que moi je vais, avec ma vidéo, faire 2 millions de personnes, ça vaut 50 000 personnes au Trocadéro. Un meeting, une interview, une visite d'entreprise, du matin jusqu'au soir, sans temps mort. Petits ou grands, les candidats ont tous le même agenda dans les prochains jours. Bonsoir, messieurs, dames. Et Nathalie Moret, ce qui est incroyable, c'est que dans ce sujet, on aurait pu ajouter Anne Hidalgo. Oui. Dernier sondage, 2%. Elle est derrière Jean Lassalle, qui est à 2,5%. Et c'est quand même, je trouve, l'un des enseignements de cette campagne dont on parle pas, mais l'effondrement des 2 partis qui ont structuré la vie politique française pendant 40 ans, les Républicains et le Parti socialiste.